Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous l'avons vu à travers les différents épisodes. Il y a une histoire brassicole très riche en Belgique, une histoire ancestrale ou parfois beaucoup plus récente. Mais la Belgique est aussi réputée pour ses styles de bière qui ont la cote. On a déjà parlé des triples belges ou des bières d'abbaye, mais les lambics et les gueuses sont aussi deux fleurons du savoir-faire brassicole belge. Saison 5, épisode 7, Karel et Jos Bonne, brasserie Bonne à Lembeek. Au milieu des années 70, diraient nos amis belges, à 21 ans, Frank Bonne s'installe à Lembeek, sur la commune de Halle, dans le Brabant flamand, à 25 km au sud-est de Bruxelles. On est dans la vallée de la Seine, célèbre pour ses levures sauvages. Frank Bonne est assembleur de lambic, des bières de fermentation spontanée qu'il achète à différentes brasseries pour les faire vieillir dans des fûts de chêne avant de les assembler pour en faire des gueuses. Ce n'est que dans les années 1990 qu'il commence à brasser lui-même sa bière. À l'âge de la retraite, Frank Bonne vient de transmettre l'entreprise à ses deux fils, Jos et Karel. Jos supervise la production, Karel s'occupe de la commercialisation. Ensemble, ils reprennent le flambeau transmis par leur père. Bonjour, je suis Karel Bonne de la brasserie Bonne à Lembeek. Je suis la deuxième génération, ensemble avec mon frère, qui gère la brasserie, fondée par notre père Frank en 1975. On est dans le village de Lambeek, pas très loin de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. Et ici, à Lambeek, on brasse depuis 1680. Il y a une vieille tradition brassicole. On faisait de la bière, mais on faisait aussi de la gueuse. Oui, donc il y a certainement une grande histoire ici de brasseries, de distilleries aussi à Lembeek, parce qu'avant c'était une commune franche jusqu'à la Révolution française. Où, oui, les Français, en fait, ils sont venus ici et ils ont imposé leurs taxes. Mais avant, il n'y avait pas de taxes, pas d'accises à payer ici. Donc, il y avait des brasseries qui faisaient des bières typiques de la région. Et c'était ce qu'on s'appelle maintenant de lambic. Et certainement aussi d'autres bières. Dans le XVIIIe siècle, certainement, ce n'était pas encore la gueuse. La gueuse, c'est une création de la XIXe siècle. Mais donc... avant, c'était lambic, faro. Ils distillaient aussi genièvre ici. On est à Lembeek, lambic. Les deux mots sont très proches et ça aussi, il y a une histoire. Donc ça, c'est une chouette histoire. C'est les Français, en fait, qui sont venus ici avec ils disaient, voilà, maintenant, Lembeek, ça fait partie de France. Et ils disaient, OK, maintenant, on va regarder qui est ici, qui brasse, qui fait le genièvre. On va noter on va enregistrer, en fait, toutes les installations. On va voir combien de bière est fait, combien de genièvre est fait, etc. Et donc, en fait, pour distiller quelque chose, on utilise un alambic. Donc, il y avait beaucoup d'alambic à Lembeek. Ça commence déjà. Il y avait beaucoup d'alambic à Lembeek. En fait, c'était plus intéressant par les distillateurs, les brasseurs, de dire ici je fais de la bière. Et en fait, effectivement, parfois, ils faisaient les deux. Et donc, ils jouaient un petit peu avec les Français parce que les Français, oui, c'était pas leur ami à cette époque-là. Et donc, ils jouaient un petit peu avec les Français. Et donc, ils parlaient de la bière qu'ils faisaient avec leur alambic, ici à Lembeek. Et donc, les Français parlaient de bière de Lembeek ou bière d'alambic. Et finalement, le style de bière qui était fait ici, c'est ce qu'on connaît maintenant comme le lambic, le lambic. Et alors, en fait, ça vient de la confusion entre bière d'alambic, bière de Lembeek, et il parlait de bière de Lembeek. C'est de là qu'en fait le nom lambic vient. C'est l'histoire qui est déjà passée maintenant pendant des générations. Il y a des gens qui disent, ah oui, l'histoire de Lembeek ou lambic, c'est grâce aux Français qui sont venus ici. Alors, qu'est-ce qu'on brassait à l'époque? Si c'était pas de la gueuse, c'était déjà du lambic, c'était autre chose? Oui, donc ce qui était brassé ici, c'était à Lembeek, c'était donc le lambic. Et le lambic, c'était souvent le lambic jeune qui était bu par les gens. Et même de lambic d'une semaine, par exemple. C'est très nourrissant. Mais aussi de faro. Faro, c'est ce que... En fait, c'est le résultat de dire... ce lambic, c'est devenu un petit peu trop acide. Et donc, ils rajoutaient du sucre
souvent de sucre candy pour faire que c'est plus doux. Et donc, comme ça, Faro était créé. Le nom Faro, on ne sait vraiment pas, honnêtement, d'où vient ce nom. Il y a certainement encore des recherches intéressantes à faire pour ça. Et même encore au début du XXe siècle, la plupart de bières qui étaient bues ici dans la région, c'était Lambic et Faro. Gueuse, ça existait aussi depuis 1830, je crois, si je ne me trompe pas. Mais c'était vraiment un petit pourcentage de toutes les bières bières de Lambic qui sont bues ici à l'époque. En 1975, ton père a 21 ans et il débute dans l'assemblage tout près d'ici jusqu'à 2 ans plus tard reprendre l'activité qui se déroulait sur le site où nous nous trouvons actuellement. Tu peux nous raconter l'histoire ? Il y avait une certaine passion pour tout ce qui est nourriture, les goûts, mais surtout la bière. Tout le monde aime bien la bière, mais je crois que lui, encore plus que tout le monde. Lui, avec ses parents, ils sont déménagés ici à Lembeek en 72. Et il connaissait déjà Monsieur De Witz ici à Lembeek. En fait, c'était pas le site où on est maintenant, c'est à 10 minutes d'ici, où De Witz avait sa gueuserie en fait. C'était pas une brasserie, c'était une gueuserie. Notre père connaissait déjà Monsieur De Witz parce qu'il faisait avec ses amis. Mon père, il allait déjà chercher des bières spéciales, des bières de certaines régions qu'on ne trouvait pas partout, pour goûter en fait cette bière, pour découvrir cette bière. Et donc comme ça, il connaissait déjà Monsieur De Witz. Et le jour qu'ils sont devenus déménager ici, Monsieur De Witz avait dit oh, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. Quel âge est-ce qu'il avait? 60, quelque part dans le 60. Et il disait si quelqu'un veut acheter les bâtiments ici et faire quelque chose avec ça, ok, je vais la vendre sans problème. Mais bon, allez, je dois regarder pour quel prix, etc., etc. Et mon père a sans doute commencé à penser et dire ok, peut-être ça m'intéresse. Et effectivement, il a dit à Monsieur De Witz je veux reprendre ta gueuserie, je veux la continuer, parce qu'en fait, la gueuserie de Witz était très réputée pour des bouteilles de gueuse très agréables, avec des goûts très complexes, très balancés. Donc voilà, mon père a dit, je veux reprendre ta gueuserie. Et notre père a commencé officiellement en 75. Et puis, après 2 ans, il a épargné assez de sous. Et il avait un prix empreinte quelque part. Et ça, ensemble, avec ça, il a réussi à reprendre la gueuserie de Witz en 77, 78. Et à ce moment-là, il fait encore que de l'assemblage. Oui, donc c'est ça. Donc il faisait des assemblages de lambic, ça veut dire que et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui une gueuserie. Donc il allait acheter le mou, donc de bière qui vient d'être brassé, des mous chez des autres brasseurs de lambic, et le mou était alors transporté de cette brasserie vers chez lui. Ça fermentait et maturait dans ses propres fûts. Et donc ça veut dire qu'il avait un stock de fûts de lambic chez lui, mais pas une salle de brassage. Il faisait des assemblages avec ce fût, avec ce lambic, pour faire de la gueuse. Et très vite, notre père a commencé à faire une deuxième gueuse, la gueuse mariage parfait. Parce qu'il y avait des gueuses, disons, qui étaient une bonne gueuse, mais il y avait certains fûts qui étaient encore mieux. Et donc, pour ça, il réservait ces fûts pour faire la gueuse mariage parfait. C'est un mariage, comme on dit en vin aussi, on parle de mariage entre différents fûts. Et voilà, il a dit que c'est le mariage parfait. Et finalement, ici, on brasse depuis, j'allais dire, seulement 1990. Oui, effectivement. Donc, dans les années 80, notre père a déménagé vers le site où on est aujourd'hui, avec le but de construire une salle de brassage et d'agrandir la brasserie. Et donc, il a commencé à construire la salle de brassage avec de matériel deuxième main. Le cuve de matière, par exemple, c'est un cuve matière en fond qui datait déjà du siècle d'avant. Des choses qu'il trouvait parce qu'il y avait beaucoup de brasseries en fait, qui ont fermé dans les années 60, 70, 80. Donc il restait dans différentes... C'était pas trop difficile de trouver de matériel de deuxième main. Et comme ça, il a commencé à construire la salle de brassage en 89 et en fait en 90, septembre 90, il a fait la première brassage ici, brassage de test, et puis le premier brassage de lambic en octobre. On attaque la visite avec Jos Bonne.
le frère de Karel, qui nous a présenté l'histoire de la brasserie. On se trouve ici, Jos, dans la salle de brassage. Bienvenue à la brasserie en tout cas. Hein. Chez nous, la salle de brassage, maintenant, c'est très calme. Parce que c'est encore la fin de l'été et on brasse finalement pas pendant l'été. Les bières lambiques qu'on fait, c'est des bières fermentation spontanée. Ça veut dire qu'à cause de ce système, on ne peut pas refroidir des bières dans les mois chauds. Parce que c'est trop chaud pour refroidir les bières. Et les cultures de levures et de bactéries qui sont dans l'ambiance d'air, quand il est trop chaud, ne donnent pas de bières agréables. Donc, on commence alors à brasser à partir de début d'octobre, quand il fait froid dehors, et on peut brasser jusqu'à fin avril à peu près, pendant ces 7 mois. Donc, ça veut dire que notre salle de brassage doit être assez large, qu'on sait faire toute notre production annuelle pendant les quelques mois qui sont là dans l'hiver. Ici, dans la salle de brassage, on a 6 cuves et c'est une salle de brassage double qui nous permet de brasser en continu. Un brassin de lambic prend à peu près 13 heures dès qu'elle est tout à fait finie et prête pour mettre dans les fûts de chêne où elle va fermenter. Et alors, on a organisé la salle de brassage de façon qu'on peut brasser continue et récupérer entre-temps aussi beaucoup de chaleur comme énergie pour chauffer un prochain brassin, ce qui est aussi important dans les années d'écologie. On travaille pour les matières premières, pour le lambic, très important. Les bières sont faites avec du froment pas malté, avec du malt de l'orge, avec des houblons qui sont vieillis, et on ajoute beaucoup de houblons parce que ça aide à protéger la bière contre des bactéries qu'on ne veut pas. Finalement, c'est une fermentation spontanée des levures, ce n'est pas une infection de bactéries. C'est pour ça qu'on ajoute beaucoup de houblons qui protègent la bière. Mais si on ajoute beaucoup de houblon qui est fraîche, ça va donner une amertume qu'on ne peut pas boire. Alors après un an, elle sera moins amère, mais ses caractères de protéger sont encore là. Et donc, on peut l'ajouter dans cette quantité. C'est 6 fois plus de doublons qu'une bière moderne, on dit. Et puis, après bouillir, on laisse refroidir dans un bac ouvert et on laisse passer l'air de l'environnement pour refroidir la bière. Et les levures sauvages qui sont dans l'air vont s'installer dans le mou. Et le lendemain, on le met dans des fûts de chêne et là, ça commence le brassin à fermenter. Ça, c'est un peu le processus en quelques mots. Voici, on voit des grands tanks en inox et ils sont pleins de l'eau parce qu'on travaille avec de l'eau d'un puits qu'on a à 40 mètres sous-sol et ils sont stockés avant de brasser dans ces grands tanks. Il y a un pour l'eau froide, il y a un pour l'eau chauffée, il y a un qui convient sur le système de récupération énergie qui va devenir de l'eau chaude après la condensation des vapeurs de la chaudière. Maintenant, on va voir les cerises. Ici, derrière cette porte, c'est une chambre climatisée, plein de sacs de fruits, de cerises et de framboises. Il fait très froid ici, c'est plus qu'une chambre froide. Oui, c'est plus qu'une chambre froide. Donc, comme ça, les fruits sont congelés, on peut les utiliser toute l'année fraîches. Parce que sinon, on doit les utiliser une fois par an et ça, c'est pas pratique. Et voici, vous voyez les fruits, hein, les cerises qui sont très bonnes. C'est des cerises belges, ça. On a aussi des autres variétés qu'on utilise. On va sortir parce qu'il fait froid. Ouais, il fait froid, il fait moins 21 degrés. Il fait froid, oui, c'est ça. Alors, pour nos bières qui sont faites avec des fruits, on travaille toujours avec des fruits fraîches qui sont tenus dans une chambre climatisée comme celle-ci, très froid. Et comme ça, toute l'année, on peut travailler avec des fruits. C'est un truc qu'on trouve très important de travailler avec ces fruits comme ça. Ça nous permet de faire des bières qui retiennent très bien les goûts fruités. Et donc, dans l'année, on achète presque 250 tonnes de fruits qui ne sont pas tous là.
Alors, on vient de descendre un ou deux niveaux pour arriver dans la cave. Oui, maintenant ils sont dans la première cave. Elles contiennent 45 foudres en chêne qui contiennent chaque 60 jusqu'à 120 hectolitres de lambic qui est en train de fermenter ou de maturer. Donc, les mous qu'on fait dans la salle de brassage vont après être pompés ici dans les foudres. Et là, il reste pour 1, 2, 3, peut-être plus ans avant qu'ils seront assemblés dans un mélange de gueuse ou dans des mélanges de criques ou les bières qu'on veut faire. En total, on a 160 foudres à la brasserie. Les plus grands ont 270 hectos. Et le stock, c'est pour nous très, très, très important parce que c'est le stock et le futail qui fait la bière finalement. Oui, c'est-à-dire que si on n'a pas de capacité de stockage suffisante, eh bien on se retrouve à faire des bières plus rapidement et donc moins qualitatives. Oui, finalement, rapidement dans notre métier, c'est un peu relatif, mais il faut avoir un stock suffisant large pour avoir des bières plus âgées, aussi pour avoir le choix des foudres pour faire des assemblages comme on veut. Si certains ont besoin plus de temps, il faut les laisser. Si on a d'autres qui sont prêts plus vite, il faut les utiliser. Le stock est tout à fait important. Et d'autre part, parfois on commence avec des nouveaux foudres, soit des neufs, soit des foudres qui viennent d'une autre origine, qui ont eu des autres bières ou des vins, n'importe. Ça prend à peu près 10-15 ans dès qu'ils sont tout à fait un foudre de lambic. Les levures sauvages qui sont ici à la brasserie, qui viennent avec le mou, vont s'installer dans les foudres et ils vont transformer la bière, les lambics sur le profil de lambic final. Et donc un foudre doit être élevé pour faire ces lambics. Les plus vieux sont les meilleurs. Ça c'est une vérité. Après le chai, on arrive dans la salle d'embouteillage. Oui, donc une fois qu'on a fait les mélanges de gueuse, naturellement, il faut les mettre en bouteille parce que sinon, on n'a pas de bière en bouteille. Donc ici, c'est la bouteillerie. On sait remplir 6000 bouteilles à l'heure et on fait tous les différents modèles. Pour la gueuse typique, c'est des champenoises 37,5 et des champenoises 75 centilitres. En Belgique, on travaille aussi pour une grosse partie avec des vidanges consignées qui retournent chaque fois à la brasserie. Donc pour cela, on a une laveuse qui lave toutes ces bouteilles. La bouteillerie a aussi une soutireuse très moderne qui savent mettre en bouteille les bières sans avoir trop d'oxygène qui va se mélanger avec la bière. Et ça, c'est très important pour le vieillissement de la bière en bouteille après l'embouteillage. On a dit qu'on brassait pendant la période la plus froide de l'année, à partir d'octobre et jusque fin avril. À quel moment est-ce qu'on met en bouteille ? Le même temps, on commence un peu plus tôt. À partir de septembre, on peut commencer à mettre en bouteille pour vider les foudres. Et la plupart est mis en bouteille pendant les mois froids. Et ça s'arrête quelque part vers mai-juin, quand toutes les bières sont soutirées. Donc pour nous, la saison brassicole, c'est une saison il y a beaucoup de travail. On termine notre visite avec le Saint des Saints, là où tout se passe. C'est-à-dire qu'une fois que la bière est brassée, elle arrive dans ce grand bac refroidissoir pour refroidir. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse froid à l'extérieur, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Non, c'est vrai. Et alors, ici, le bac, c'est comme une petite piscine. Hein. La bière sera mise dessus et on ouvre les fenêtres. Il y a un ventilateur là. Et puis l'air va passer au-dessus de la couche de bière et elle va être refroidie. Ça prend quelques heures dès qu'elle est froide. Elle doit être froide jusqu'à température de fermentation. Donc c'est quand même une bonne refroidissement. Et c'est ici que toute la magie se passe. Hein.
les levures sauvages, c'est quelque chose de très bizarre, mais ça donne des bières tout à fait exceptionnelles. Voilà. On vient de quitter la brasserie, on fait un petit crochet par la tonnellerie, l'atelier où sont réparés, entretenus les foudres qui servent tout au long de l'année à conserver la bière. Oui. Tous les foudres doivent être entretenus. C'est des foudres en fût de chêne, donc ils ont besoin le soin de l'entretien. À peu près tous les 10-15 ans, il doit avoir une révision. Mais pour l'instant, c'est le foudre numéro 13 qui est là, qui va être tout à fait révisé, ouvrir vers quelques semaines pour qu'il est prêt pour la prochaine saison brassicole. La tonnellerie, pour nous, c'est très important. Si on ne l'a pas, on ne sait pas travailler avec les foudres. Ça fait partie de la brasserie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. L'entretien des foudres, c'est aussi faire de la bière. On termine notre visite de la brasserie Bonne avec Karel et on se retrouve à l'extérieur. Là, on est au bord de la Seine, qui est la fameuse rivière magique d'où tout provient. Oui, c'est vraiment la source de levures sauvages qui sont ici présentes dans la région. De plus près qu'on est à la Seine, de plus présents sont les levures. C'est vraiment quelque chose qu'on a en fait mesuré. Oui, la Seine en fait passe entre les bâtiments ici de la brasserie. Et on a un petit pont ici qui passe sur la Seine avec une pipeline qui connecte les bâtiments. Mais non, la Seine, c'est vraiment la source où on trouve toutes les levures sauvages qui sont besoin en fait pour créer notre bière, pour créer le lambic. Et donc toutes les autres brasseries de lambic qui existent sont près de la Seine ou des petites rivières qui sont connectées avec la Seine ici dans la région, dans la vallée de la Seine en fait. Et voilà, donc voilà la source. Et dans ce pipeline, la bière transite. Oui, donc c'est un petit pipeline pour connecter en fait des tonneaux qui sont dans un bâtiment d'un côté. Donc on a encore des fûts en chaîne là, qui en fait sont connectés avec le pipeline, avec le reste de la brasserie. Donc c'est un pipeline pour la bière qui va vers le bâtiment, de bière qui vient du bâtiment. Et il y a encore de l'eau, de l'eau douce et de l'électricité qui passe tout par le pipeline. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Karel, que nous as-tu préparé ? J'ai préparé une dégustation de 5 bières. On va commencer avec 3 différentes gueuses, puis 2 différentes criques. Pour commencer, on commence avec la Oude Geuze Boon. C'est la bière en fait qui, chez nous, elle est le plus fondue. Si on va ici dans le village, on va voir que les gens sont en train de boire cette bière. Et qui sont probablement aussi en train de boire à la maison. Donc voilà, on va commencer avec ça. Donc visuel, ce qu'on voit, une gueuse, quand on l'a versée, c'est très clair, donc c'est pas une bière avec de petits nuages dedans, disons. On voit très bien les bulles très fines, un beau col de mousse aussi, de 2 doigts comme on dit, et ça tient très bien. Le nez, c'est très typique pour une gueuse. Pour moi, c'est très typique, c'est un petit peu le côté brette, mais on a des choses, un petit peu le bois, mais aussi certainement très très fruité. Je trouve le côté fruité. Et des petites noix, ça c'est aussi très typique. Pour notre gueuse, et c'est vraiment ce gueuse ici, les petits noix qui sont... et aussi dans le goût. Donc maintenant on va goûter. Donc les noix, mais aussi maintenant abricot. C'est très clair. Abricot et un petit peu... pamplemousse qui sont là. Et ça, c'est les levures sauvages qui, en fait, ils créent des arômes fruités. Donc, c'est pas qu'on a rajouté
de fruits dedans, mais c'est vraiment le côté des levures sauvages qui vont créer des notes fruitées comme effectivement citrus, pamplemousse ou abricot. C'est très full, hein, c'est très rond, c'est assez agréable. Et donc, l'assemblage pour cette gueuse, la oude geuseboon, généralement, on va utiliser à peu près 40% de lambic de 1 an, 40% de 2 ans et 20% de lambic de 3 ans. C'est un assemblage donc plutôt de lambic jeune. Ça fait aussi aider pour le goût que ce soit relativement rond et doux. Pas doux sucré, mais plutôt moelleux. Hein. Et l'assemblage est donc c'est typique pour la oude geuseboon et le lambic jeune, alors, qui contient encore de sucre fermentable, va en fait réactiver, disons, les levures qui sont aussi présentes aussi dans le lambic âgé de 3 ans. Il y a encore des levures dedans, mais qui sont ici inactives, ils ne sont pas morts, ils sont inactifs. Et donc ça va en fait créer une réfermentation en bouteille, c'est ça qui fait une gueuse. Hein. Donc il faut avoir la réfermentation en bouteille, sinon on ne parle pas d'une gueuse, on parle d'un lambic en bouteille. C'est juste de lambic plate, hein, sans CO2. Et ici, c'est oude geuseboon. Et on rajoute du sucre pour la refermentation? Non, donc pour la refermentation, on utilise vraiment le sucre de lambic jeune. Donc on va mesurer combien de sucre est dedans. On peut faire un assemblage comme ça aussi sans mesurer, mais ça, si on fait ça, on n'est pas toujours certain. Donc il faut mesurer combien de sucre refermentable est dedans. Et puis on fait l'assemblage, on calcule, ok, il faut avoir de lambic jeune en quantité comme ça. Et on goûte certainement aussi les différents lambics. Avant, on va les assembler. Et donc comme ça, on doit choisir, ok, ce lambic jeune avec ce lambic âgé pour créer oude geuseboon, soit Black Label, soit les autres. Allez, ça c'est ce qu'on doit faire. Deuxième dégustation, on enchaîne avec la geuseboon Black Label, édition numéro 6. Donc, comme avant avec la oude geuseboon, c'est très clair et très élégant. Hein? Donc, on a déjà une différente gueuse. Hein? Donc, ici, c'est intéressant de comparer les deux. Toujours intéressant, on retrouve toujours des nouveaux goûts, des nouveaux arômes. Ici, dans le nez, il y a des choses plus de fromage qu'on retrouve. Très légèrement, hein, mais c'est agréable. Aussi de le côté acidulé, certainement, qui est aussi présent. Et puis, on va goûter. Hein. Ouais, donc voilà, c'est très typique pour la Black Label. C'est le côté, le citrus qui est très présent. C'est aussi ce qu'on veut toujours obtenir avec la Black Label, chaque fois. Plutôt un arôme fruité plus de citrus, mais à la fin aussi que ce soit très sec. C'est typique aussi pour une gueuse, hein, que c'est très sec, mais ici c'est très sec. Et ça veut dire que je veux très vite boire la deuxième, le deuxième verre peut-être. Ou la deuxième gorgée en tout cas. La deuxième gorgée en tout cas, oui, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qui change dans cette recette et dans la oude gueuse qu'on a bu juste avant? Oui, donc pour l'assemblage, cette gueuse Black Label, on va donc aussi faire un assemblage de lambic de 1, 2 et 3 ans entre les différentes éditions, parce qu'ici c'est la 6e édition qu'on goûte. Entre les éditions, les proportions entre les assemblages peuvent changer, mais en fait on va choisir aussi, surtout sur la refermentation très haute, donc avec une très haute atténuation, ça veut dire qu'il ne reste plus de sucre refermentable, mais donc ça veut dire que déjà au niveau de, quand on commence avec sélectionner certains lambics pour cet assemblage, on va sélectionner de lambics qui a déjà une refermentation très haut, et on va calculer que dans la bouteille, avec la refermentation en bouteille, qu'on va avoir une refermentation apparente de 100%. Donc, qu'il ne reste plus de sucre refermentable dans la bière. Et donc, ça donne un goût très sec. Mais heureusement, et ça, c'est encore une richesse de ces levures sauvages. Certainement aussi, on ne peut pas oublier, c'est la sélection de malt et froment. Il faut choisir les bons ingrédients aussi. Mais pour voir quand même un rondeur en bouche très riche, sans avoir de sucre dans la bière.
Parce que beaucoup de bières, et ça c'est tout à fait normal, ont une certaine quantité de sucre dedans, sucre non refermentable, c'est normal. Et mais ça donne un rendeur en bouche, ça donne que c'est full et ça supporte tous les autres arômes. Mais ici, ça c'est un défi pour nous, pour toujours faire ça. Mais ici, on a les arômes, la rondeur en bouche, la complexité, et c'est pas le sucre qui va renforcer ses goûts, c'est vraiment les levures sauvages qui ont créé tous les arômes et c'est basé sur tous les ingrédients qu'on a sélectionnés, bien sûr aussi. Ouais. Troisième dégustation. Oui, notre troisième gueuse, c'est la gueuse mariage parfait. La deuxième gueuse que mon père a commencé à faire en 75-76. C'est donc le mariage parfait, c'est une sélection de lambics, oui, de nos meilleurs lambics, disons vraiment, qui sont disponibles dans le fût en chêne. Et ici, on voit déjà que la bière est plus foncée, plus orangée, effectivement. C'est en fait parce que la gueuse mariage parfait, c'est une bière où on va utiliser à peu près 80-90% de lambic de 3 ans. Et puis, on va rajouter 10% de lambic de 1 an pour la fermentation en bouteille. Ça veut dire que c'est vraiment caractérisé par de lambic âgé, le lambic de caractère. Donc maintenant, on voit ici donc, la couleur qui est plus foncée. On voit le nez. Oui, pour moi, ça c'est vraiment typique pour lambic de 3 ans, plus de chêne. On sélectionne aussi sur ce goût-là. Vanille, chêne, mais c'est pas chêne qui est très très dur ou amer, mais c'est rond, vanille. Ouais, donc, de nouveau, le chêne, un petit peu le côté phénolique, comme on retrouve aussi dans les whisky. Très agréable. Le goût de fruits, mais plutôt un côté de... Ça se ressemble un petit peu à vin. Un petit peu. Donc, des raisins. Et le fin de bouche est très très long. Quatrième dégustation avec la Kriek Bonne. Kriek, ça veut dire cerise, en fait, en néerlandais, Kriek. Donc, cerises qu'on a utilisées ici, c'est des cerises qui viennent de Pologne, en fait. Et on ne va pas utiliser des sirops, c'est vraiment des cerises qui sont récoltées là-bas. Et puis, ils ont nettoyé et transporté vers la brasserie. Et on va faire une macération et puis une fermentation de cerises avec de lambic jaune. Pour la Kriek Bonne, donc on utilise surtout de lambic jaune dans l'assemblage, donc lambic de cerises, et puis on rajoute encore de lambic jaune. On va obtenir finalement une bière qui contient à peu près 250 grammes de cerises par litre. Et donc voilà, ici c'est une bière rouge, bien sûr, donc aussi la mousse qui est rouge ou rouge-gris. Voilà, un nez plus fruité, bien sûr, cerises. C'est très clair ici. Donc la Kriek Bonne, ici c'est une bière qu'on va trouver typiquement ici dans les cafés de la région. À côté de la Oude Geus Bonne, c'est la bière ou la deuxième bière plus vendue dans la brasserie ici. Donc, voilà. Très rond. C'est relativement doux parce qu'on utilise le lambic jeune qui contient encore beaucoup de sucre. Et voilà, fruité, cerise, doux, rond. Voilà, c'est agréable, parfait pour quand il fait chaud comme aujourd'hui, ou comme ici dans le local où on est maintenant. Cinquième et dernière dégustation avec une Oude Kriek, mariage parfait. Ouais, déjà la dernière bière de la dégustation. La Kriek mariage parfait, effectivement, c'est une bière donc avec aussi Kriek, donc cerise, ou plutôt griotte, en fait, c'est plus correct. C'est une bière qui est... Donc, comme la Kriek Bonne avant, ça commence avec une macération et fermentation de cerises avec de lambic jeune de 1 an. Et puis, on fait un assemblage de différents lambics et on n'utilise pas beaucoup de lambic de 1 an, mais en ce cas, on va plutôt utiliser de lambic qui a maturé pendant 2-3 ans dans les fûts en chêne. On va faire 7 assemblages et puis, on va encore laisser maturer 7 assemblages dans des fûts en chêne pour la Kriek mariage parfait spécialement. Et ça va donner un côté de chêne qui est plus présent, comme on voit dans le vin aussi. On parle souvent d'un vin qui est sur le fruit ou sur le chêne. Et ici aussi, c'est plutôt ici sur le chêne, on peut dire, grâce aux maturations de 6 à 8 mois dans les fûts en chêne extra.
Donc on voit ici que c'est une bière très très foncée rouge, pas énormément claire, mais bon, on voit un petit peu les petites bulles dedans, un petit peu de mousse. Et voilà, très 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 agréable au nez. Des cerises, un petit peu acidité, mais pas beaucoup. Le chêne, pour moi, ça ressort aussi, le côté vanille. C'est une bière parfaite. Hein. Souvent, on dit Kriek, c'est une bière de l'été. Mais cette bière, c'est parfait pour toute l'année et sans doute aussi ensemble avec quand on mange quelque chose de viande rouge. Excellent pour boire avec. Et aussi, effectivement, aussi l'amande qui ressort un petit peu. C'est très agréable. Et le fin de bouche, c'est très long. C'est pas trop acide, c'est aussi très rond. Ouais, agréable. Merci à Joss et Karel Bonne pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Bonne en images. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.